D'abord, la marque Orange, son premier défi, c'est de s'étendre. C'est de s'étendre sur différents métiers et de perdurer dans le temps pour apporter toujours la même chose, c'est-à-dire des services de communication faciles, finalement, quel que soit l'outil. Mobile d'abord, puis Internet, fixe, puis des services de la vie digitale qui sont en train de se créer. Le deuxième défi, c'est de s'étendre internationalement. C'est une marque qui était une marque anglaise, née en Angleterre en 1994, qui aujourd'hui existe dans 35 pays lorsqu'on parle du grand public, dans le monde entier lorsqu'on parle du service aux entreprises, avec des géographies extrêmement différentes, puisque vous avez des pays d'Afrique, des pays du Moyen-Orient, des pays d'Europe de l'Est, des pays d'Europe de l'Ouest, des pays d'Europe du Sud. Donc il y a aussi une très grande variété de cultures qui utilisent la marque Orange, et puis des marchés différents, des marchés dans lesquels on peut être seulement mobile, où on peut être leader, on peut être challenger, on peut avoir repris un opérateur historique, on peut être nouvel entrant. Donc la marque Orange, elle doit aussi non pas s'adapter, mais être adoptée par des cultures très différentes. Et ce qui est assez fascinant dans cette marque, c'est que vous fassiez une introduction de la marque Orange au Kenya ou en Autriche, elle dit toujours la même chose. C'est une marque facile, c'est une marque facile d'accès et c'est une marque qui crée une sorte de désir parce que c'est une jolie marque. Et c'est vrai qu'être implanté dans l'écosystème d'un pays, on pense que c'est ce qui fait le succès. Parce qu'en plus, il y a des différences de pratique du business qui font que on pense que ça fonctionnerait moins bien si on ne respectait pas la façon de faire du business localement. Donc après la marque, on a peut-être vocation à avoir un jour une marque chapeau, de façon à ce qu'on comprenne que TNG, Apna Circle, Unique ou Viadeo, c'est finalement tout ça est de la même société et les mêmes logiques. Mais pour l'instant, ça ne nous paraît pas essentiel dans notre positionnement de fournir une réponse de la valeur ajoutée à nos membres. Il faut de toute façon une part de rêve. Alors si la part de rêve n'est plus dans la vérité du produit, parce que justement Internet permet par différents blogs, différents accès, de voir l'origine du produit, la composition des gens qui sont négatifs, qui sont positifs, tout un discours autour du produit lui-même. Donc là, la magie tombe un peu. En revanche, au niveau d'une marque, là, on est dans le conte, on est dans la fable, on est dans la légende, ou on est dans l'histoire vraie. Il y a toutes les possibilités. N'oubliez pas que nos choix ne sont pas rationnels. C'est notre cerveau émotionnel qui fait le choix. C'est difficile à croire dans un pays cartésien comme le nôtre, mais c'est pourtant la vérité scientifique. Autrement dit, il y aura toujours une part d'émotion. Sinon, vous n'achetez pas la marque, vous n'achetez pas le produit. Vous n'achetez pas telle ou telle marque de biscuits parce que c'est le meilleur. Vous n'avez pas comparé tous les biscuits de la planète. Donc c'est parce que c'est votre enfance, parce que vous aimez le packaging, parce qu'il y a un petit nounours rigolo, je ne sais quoi. Mais ça, vous ne le direz jamais. Et ceux qui achètent des BMW plus des Mercedes plutôt que des Audi, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme argument? Ces voitures se valent d'une façon ou d'une autre, mais les choix s'effectuent sur des choix personnels qui se justifient et qu'on rationalise. Elle consomme moins, elle a plus de je ne sais quoi, moins de CO2, etc., plus confortable, un grand coffre. Enfin, on trouve toujours des raisons à ces folies. Et la marque, c'est un petit moment de bonheur, il faut que ce soit du plaisir. Sinon,